Bonjour et bienvenue à Mille et une cultures. Nous avons eu l'occasion de nous intéresser aux francophones en milieu minoritaire au Manitoba. Aujourd'hui, nous recevons des francophones en terre albertaine, dont la Valois d'ailleurs, Charlie Bala, et Madame Samira Elassia, professeure titulaire en éducation et vice-doyenne aux études supérieures au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Entre deux, la chronique tendance de Myriam Matondo, on dit quoi, bien entendu. Alors, avec nous en ligne, Madame Samira Elassia. Bonjour Samira. Bonjour Kadi, un plaisir d'être avec vous. Voilà, un plaisir de te recevoir. Donc, Samira, vice-doyenne aux études supérieures au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, titulaire d'un doctorat de la University of Illinois à Urbana-Champaign, d'une maîtrise de la même université. Tu es spécialiste en évaluation des compétences et en langage, en évaluation langagière aussi. Tu sièges sur plusieurs groupes d'experts. On parle de Pearson Education, on parle du Testing Service aux États-Unis, du baccalauréat international en Suisse, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Euh, Tout un parcours et une femme très, très occupée. Mais comment ce parcours t'a amené d'abord au Canada et ensuite à Edmonton, en Alberta? Je suis venue directement à Edmonton. J'ai Oui. pas été allée au Canada. C'est la recherche, vraiment c'est Voilà. la recherche. Après obtention de mon doctorat, je suis retournée au Maroc pendant 2 ans à l'université américaine Haïfran dans la montagne de l'Atlas. Puis ma famille, ils insistaient que je revienne parce ils voulaient vraiment que je passe du temps avec eux après mon séjour aux États-Unis. Il y avait cette opportunité de venir faire de la recherche à l'université de l'Alberta. C'était un research fellowship et je l'ai accepté en 2005 et entre-temps, je suis venue ici, j'ai rencontré mon futur mari, dont les 3 mois je suis ici. Et, 1 an plus tard, on était mariés et je suis là à Edmonton depuis. Depuis 2005. Donc, tu es devenue une Albertaine Une depuis, Albertaine, oui. voilà. Alors, Samira, vos recherches portent principalement sur l'équité en matière d'évaluation, en particulier dans les contextes bilingues. Pour le commun des mortels comme moi, de quoi on parle exactement? Oui, bon, je vais faire un petit retour un petit peu. C'est quand je faisais mon doctorat, je me suis beaucoup intéressée à l'intersection entre les variations linguistiques, parce qu'on parle tous français, mais notre français n'est pas forcément similaire. Donc, comment est-ce qu'on comprend les choses? Comment est-ce qu'on interprète les choses? Il y a la pragmatique dedans, il y a la syntaxe, il y a la sociolinguistique, il y a beaucoup de variations, même la prononciation. Ça change beaucoup. Et moi, je voulais vraiment, ce qui m'intéressait, de voir comment est-ce que ces variations linguistiques, comment est-ce qu'ils peuvent être un billet dans le succès ou l'échec dans un test. Et pour moi, avant, je pensais qu'il y avait un seul Français au Canada, mais j'atterris ici à Edmonton. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français, qu'il y a beaucoup de variétés françaises, et au sein de la minorité francophone, il y a plusieurs minorités, groupes minoritaires au sein de cette minorité. Je me souviens très bien, une anecdote que je partage avec vous. Un étudiant rentre dans mon cours, je lui dis, c'était le soir, je lui dis, ah, comment vas-tu, Jacques? Et puis il me dit, oh, bon, ça va, j'ai des problèmes avec mon char. Moi, automatiquement, je lui ai posé la question, ah, je ne savais pas que tu étais à la garnison, parce qu'il y a la grande garnison ici à une heure de... Pour moi, un char, ça veut absolument dire un char d'assaut, c'est pas une voiture. Oui. Puis il m'a regardé de travers. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est là. C'était la première année, c'était le premier semestre. Et là, j'ai compris, oh mon Dieu, les Franco-Albertains, ils ont un français bien à eux. Ma fille, maintenant, avec le français qu'elle reçoit à l'école, donc dans la French Immersion, l'immersion française, elle parle un autre français. Donc, il y a toute cette diversité dans la langue. Mais par contre, comment est-ce qu'elle est traduite? C'est ça ce qui m'intéresse, c'est comment on réagit, comment est-ce qu'on comprend le test dans ce contexte-là. Voilà, donc, et puis les biais qu'ils peuvent y avoir suivant la compréhension. Et je t'avoue qu'au Québec, une voiture, c'est un char aussi. Hein? Fait qu'on rejoint nos cousins albertains. Et qu'en est-il du contexte, d'ailleurs, de minorité de francophones en Alberta? On entend des échos de fermeture ou de coupure. Est-ce que c'est un défi d'être minoritaire en Alberta? Ah oui, c'est un grand défi, c'est un très grand défi, parce que c'est clair, on est dans un milieu, une province majoritairement
anglo-dominants. Donc les ressources, par exemple, on les trouve pas facilement. Donc moi, j'étais obligée de j'ai choisi de mettre ma fille dans un conseil scolaire anglophone parce qu'elle a besoin d'un programme spécial pour la soutenir, ce qu'on appelle le Academic Challenge, qui n'existe pas forcément dans les ressources, n'a pas assez de ressources pour les conseils scolaires francophones. Et elle aura un truc individuel pour elle, mais pas ce qui existe en anglais, qui est toute une classe où elle peut interagir avec l'enseignant qui est formé pour subvenir à ses besoins. Donc, les ressources restent quand même, parce qu'on est quand même minoritaire, il n'y a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup ici, donc ça fait que les ressources sont pas mal minimes. Je m'excuse, mais dans Alberta Education, par exemple, dans des comités avec eux, dans des comités conseils, quand on voit des gens, s'il y a 4000 qui passent un examen en anglais, il y aura 1000 qui vont passer la version française, ou bien parfois moins. Donc, juste pour vous donner une perspective. Et Samira, comme vice-doyenne aux études supérieures, ce contexte minoritaire-là, francophone, est-ce que c'est quelque chose, une réalité que vous avez au niveau du campus Saint-Jean? Est-ce que c'est toujours menacé d'être fermé ou qu'il y ait des coupures? Non, ce n'est plus le cas. La menace n'est plus là. Le campus Saint-Jean garde son autonomie, garde sa place au sein de l'Université de l'Alberta, avec un grand soutien de la communauté. Maintenant, devant nous, c'est la grande pente à vraiment maintenir cette présence-là et vraiment un financement soutenu du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Mais la menace n'est plus là. Tant mieux. Vous avez eu une année assez particulière, éprouvante à l'échelle planétaire d'ailleurs, avec cette pandémie. Vous vivez sûrement encore des perturbations au niveau des enseignements. Est-ce que des ajustements ont été nécessaires et quelles sont les perspectives aujourd'hui? Les ajustements, c'est clair. C'est parce que, par exemple, dans les cours que je donne, ça m'a pris probablement les 2 premières semaines du semestre pour assurer que les étudiants comprennent les attentes, savent comment fonctionner dans la technologie, savent utiliser les différents logiciels que j'ai implémentés dans mon cours. C'était pas facile. Je suis pas quelqu'un qui va juste parler devant une caméra, mais je voulais vraiment interagir avec eux, que ça soit vraiment très interactif. Et il fallait les former. Donc, si je prends 2 cours du semestre, ça veut dire que je dois faire quelque chose plus rapidement plus tard. Mais ça s'est bien passé de ce côté-là. Ce qui est vraiment été difficile, c'est la santé mentale des étudiants. Le fait il manquait de l'interaction entre eux, l'interaction avec moi. Je répondais à des étudiants le soir, les matins, les week-ends. J'ai partagé avec eux mon numéro personnel parce que je sais qu'ils avaient besoin de ce soutien. Et le fait de travailler seul, ça a été très, très difficile pour eux. Mais n'empêche que je pense qu'on a bien terminé le semestre. Ils ont bien réagi au cours. Maintenant, est-ce que si ça continue comme ça, surtout qu'ils ce sont des enseignants, des futurs enseignants, comment est-ce qu'ils vont vivre ça? Surtout comme enseignant, on a toujours ce contact avec l'autre. Donc, j'espère bientôt qu'on sortira de ça parce que le contact humain manque et il y a un grand poids sur la santé mentale de tous. D'accord, il y a un grand vide à combler. Écoute, moi, Samira, je reste admirative quand je vois toutes ces responsabilités. Donc, vous êtes une femme très occupée, vous encadrez des gens en recherche. Vous êtes également très impliquée dans votre communauté marocaine, africaine, votre cercle d'amis. Vous êtes une maman, donc la conciliation travail-famille, ce n'est pas juste un concept pour vous, là. Quels sont les plus grands défis selon vous? Oh, tout est un défi, je vous assure, Cathy. C'est pas facile. C'est pas facile. Venant de ma culture, étant mariée aussi à quelqu'un qui vient aussi de l'Afrique, mon mari il est égyptien, il y a quand même une certaine attente par rapport à la femme. Dans nos cultures, de maintenir la maison, travailler de la maison, travailler avec les enfants. En plus de ça, je suis très impliquée dans l'école de ma fille, je suis très impliquée avec ce qu'elle fait, ses activités. Ça me tient à cœur que je la soutienne. En tant qu'éducatrice, je suis impliquée, donc ça veut dire que vraiment je souffre comme on dit en anglais, un burn-out de travail, que ce soit au niveau travail, au niveau maison, au niveau ma fille. Et bien sûr, il y a tout ce volet de la tradition, de la culture dans laquelle on a grandi, ce que les grands-mamans inculquaient en nous, les mamans,
c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, même avant de vous parler, j'ai préparé le dîner pour le soir. Il est en train de cuire. J'avais le matin, 8 heures du matin, après que j'ai déposé ma fille à l'école, j'ai commencé à faire la lessive. Donc, il y a toujours plein de choses où les gens ne voient pas en même temps. Je suis en train de rédiger. Je préparais une rencontre avec un conseiller scolaire à Calgary cet après-midi. Entre l'intellectuel et mon travail de maman et entre la culture, c'est un peu difficile. Et encore, j'ai pas de soutien de famille. Ma famille, les plus proches, mon frère, il est à Montréal. Donc, oui. c'est pas facile. C'est pas facile de ne pas avoir cet appui-là. Okay. Donc, la charge mentale est vraiment très grosse. C'est une réalité. On en parle d'ailleurs même au niveau québécois, canadien, mais on se rend compte qu'elle est encore plus présente au niveau des immigrants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à passer à travers. Je pense que je pense qu'il y a pas mal d'études sur ça. Moi, j'ai une mineure dans les études féminines parce que ça m'intéressait, les études de la femme. Puis il y avait une chercheuse qui nous parlait que tout ce qui est fait dans le sujet couvrait surtout d'une perspective très occidentale, alors que vraiment, si on retourne les recherches ont commencé surtout en Inde. Il y a 2 décennies, 3 décennies, c'est que non, il y a d'autres femmes qui vivent d'autres soucis. Et l'Afrique, c'est clair, on vit ce souci-là. Entre étant musulmane, africaine, marocaine, francophone, il y a plein de choses on arrive à s'en sortir, mais à quel prix plus tard dans la vie? C'est ça ce qui m'intéresserait vraiment de poursuivre comme recherche. Voilà. Des recherches qui s'annoncent intéressantes et qui vont sûrement servir d'exemple à bien des jeunes femmes immigrantes de surcroît. Merci beaucoup, Samira. Merci de partager ton expérience. Un plaisir, avec plaisir. Voilà. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour à tous, vous êtes jeunes et vous vous questionnez sur le harcèlement au milieu de travail. Le 12 janvier, le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval organise une session d'information sur ce sujet. Il s'agira de démystifier les notions de harcèlement en milieu de travail, reconnaître une situation de harcèlement et mieux comprendre vos droits et recours. 2 autres dates sont disponibles pour suivre cette session. L'événement est gratuit, mais il faut s'inscrire sur cjelaval.qc.ca. Les informations sont également disponibles sur la page Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. Jusqu'au 14 mars, vous pouvez vivre l'expérience luminothérapie Cœur battant proposée sur la place des festivals et organisée par le quartier des spectacles de Montréal. Les organisateurs vous invitent à explorer des installations signées par des créateurs locaux et à déambuler à travers une scénographie lumineuse et sonore le long de la rue Sainte-Catherine. Une façon ludique, unique et sécuritaire de profiter de l'hiver dans le cœur battant de la métropole. Une conception signée Olivier Giroir, Jonathan Villeneuve et Autoblix à voir donc tout l'hiver, ça va faire du bien. MAP 2020, un monde multicolore est une fresque qui habillera les murs de la Grande Bibliothèque de Montréal pour célébrer l'harmonie des différences et la pluralité des origines qui constituent le tissu identitaire de Montréal, mais franchement, on peut très bien l'étendre à l'ensemble du Québec et même au Canada. C'est donc une création mapping monumentale présentée par les artistes Charlotte Rich et Taïla Campo avec la contribution des enfants nouveaux arrivants et leurs parents. C'est à voir donc dès 17h sur la façade de la Grande Bibliothèque et ce jusqu'au 16 janvier. Si vous aimez vous émerveiller devant la beauté de l'hiver, à défaut d'y être en personne, vous pouvez quand même vous promener dans l'Hôtel de glace de Québec. Faites une visite 3D, soulignons la 20e édition de l'Hôtel de glace. C'est gratuit et c'est sur valcartier.com. On reste à Edmonton, en Alberta, avec Charlie Mbala, professeur enseignant de sciences politiques au campus Saint-Jean, Université de l'Alberta.
Charles Mbala, qui est titulaire d'un doctorat de sciences politiques obtenu à l'université Panthéon-Assas Paris 2 et qui a poursuivi des recherches postdoctorales en administration de la politique étrangère à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, de Québec et de Montréal. Il co-dirige le groupe de recherche sur les Afriques et l'Amérique latine, rattaché à la chaire UNESCO en migration et francophonie en contexte minoritaire de l'Université de l'Alberta, chaire dont il est membre. Bonjour Charlie. Bonjour Hadi. Voilà, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Donc Charlie, tu es aussi directeur du Centre d'analyse et de prospective sur les Afriques, un observatoire partenaire du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CIM de l'UQAM. Tu es aussi accessoirement lavallois. Alors la question qui se pose, Charlie, c'est comment le lavallois que tu es s'est retrouvé à Edmonton, en Alberta, plus précisément. Bonjour tout le monde, bonjour Hadi, merci de m'accueillir. Alors, c'est une bonne question, mais la réponse est simple. En fait, je voulais découvrir de nouveaux horizons professionnels et puis favoriser mon immersion en anglais. Voilà les deux principales raisons qui m'ont amené à me retrouver en Alberta essentiellement. Voilà. Et comment ça se passe en terre albertaine? Est-ce que tu vois des différences fondamentales entre le Québec, que tu connais bien, où tu as étudié et travaillé, et l'Alberta? Au départ, je voyais beaucoup de différences au départ. Pourquoi au départ? Parce que je savais que j'allais en région anglophone. Mais j'ai été très surpris de remarquer que ce n'est pas qu'anglophone la région. Donc, je me retrouve à travailler en français et à utiliser mon français comme un atout, alors qu'au Québec, ce n'était pas le cas. Donc, c'était presque un choc déjà au niveau culturel. Maintenant, au niveau climatique aussi, il y a beaucoup de différences. Déjà, la première fois que je suis venu en Alberta, c'était au mois de juin. Et depuis l'aéroport, j'ai subi un petit choc climatique parce que je suis venu de Montréal, en Bermuda, et j'arrive à l'aéroport, je trouve tout le monde en manteau et en mitaine. Alors, ça fait que j'ai subi un petit choc là. Je me disais que le Canada était pareil partout. Finalement, non. Donc, sur le plan géographique, c'était aussi un choc. Maintenant, les gens, sur le plan social, sont très accueillants en Alberta. On a en Alberta un tout petit peu un contraste, c'est-à-dire qu'on retrouve une société très conservatrice sur le plan des valeurs traditionnelles, mais en même temps, on retrouve une société qui est proche des valeurs de développement qui nous rapprochent un peu des États-Unis. Donc, on a un peu ces deux pendants de la vie en Alberta. Okay. Tu es là depuis quelques années quand même, hein, parce que quand tu parles de juin, ce n'est pas juin 2019-2020, tu es en Alberta depuis... Juin 2017. 2017, voilà. Exactement. Tu as parlé du fait que tu travailles en français, mais le français est en situation minoritaire dans cette province canadienne. Absolument. Qu'est-ce que cela pose est-ce que cela pose un défi particulier pour vous? Le défi, c'est que moi, personnellement, je vais répondre en ce qui me concerne, c'est que le français est en situation minoritaire et moi, je suis une minorité visible, donc je vis une double minorité dans un contexte déjà minoritaire. Le défi, c'est justement exister en tant que minorité dans une minorité. À part cela, il suffit de transformer cette contrainte-là en opportunité. On se rend compte que moins il y a des francophones, plus ceux qui pratiquent le français sont privilégiés là lorsqu'il est question d'exercer les deux langues ou de pratiquer les deux langues dans sa profession. Okay. Donc, il y a vraiment des grandes opportunités pour vous en terre albertaine avec le français, finalement, plus qu'au Québec. C'est ça que vous êtes en train de dire? Absolument. Absolument. Au Québec, on a l'impression que l'anglais est un atout pour qui cherche à s'insérer professionnellement, alors qu'en Alberta, c'est l'inverse. Ouais. C'est plutôt le français qui est un atout, notamment dans un contexte où on veut privilégier et qu'on veut aussi favoriser les programmes dans une autre langue que l'anglais, c'est-à-dire les programmes en français, entre autres. Okay. Parmi tes domaines d'intérêt, on a parlé de la paradiplomatie et les nouvelles formes de diplomatie.
De quoi on parle précisément quand tu parles de ça? C'est sûr que la paradiplomatie, même dans le milieu universitaire, c'est un terme qui n'est pas souvent très connu, très peu vulgarisé. Déjà, lorsqu'on parle de la politique étrangère ou des relations internationales, on a parfois l'impression qu'on parle des affaires qui ne concernent pas notre monde. Pourtant, la paradiplomatie, c'est tout simplement les relations internationales qui se font entre les acteurs qui ne sont pas des États souverains. Ça veut dire que, sans vouloir reprendre Marie-Claude Moth qui disait que tout est international aujourd'hui. En fait, les relations internationales, c'est tout, disons, la paradiplomatie concerne les relations internationales qui se font, par exemple, entre les acteurs comme les régions, comme les provinces, comme les municipalités, comme les ONG. Donc, toute relation entre ce type d'acteurs-là et leurs homologues à l'étranger se retrouve dans le concept qu'on appelle paradiplomatie. Donc, c'est une nouvelle forme de diplomatie, mais en même temps qui n'est pas aussi récente que ça. D'accord. Donc, tes implications aussi montrent un intérêt certain pour l'Afrique ou les Afriques, un terme que tu utilises souvent. Et ça a rapport avec tes origines, c'est sûr, mais dans tes études, tes recherches, est-ce que c'est quelque chose que tu privilégies? Je privilégie beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique en termes de domaine de recherche. Mais je m'intéresse aux recherches sur l'Afrique parce que c'est ma façon de pouvoir redonner à l'Afrique ce que j'ai reçu de l'Afrique. Donc, ça fait que j'essaie de créer des ponts interdisciplinaires. J'essaie aussi de créer des ponts entre les continents. Déjà, le Graal que vous avez mentionné au début, c'est justement un projet de recherche qui vise à créer un triangle entre chercheurs, un triangle géographique, donc entre l'Amérique latine, les Afriques et puis le Canada. Donc, quels sont les enjeux qui relient ces trois grandes régions qui puissent permettre justement de positionner le Canada dans les tendances qui concernent ces trois régions-là. Donc, j'essaie de tisser des liens, d'établir des ponts pour permettre aussi à l'Afrique ou aux Afriques, je reviendrai si on a le temps sur l'expression les Afriques, donc permettre à ce continent africain d'absorber ou alors tout simplement de s'inscrire dans les tendances mondiales et surtout de s'adapter à ces tendances-là dans un contexte d'aujourd'hui où on parle de mondialisation, d'interconnexion. Voilà. On aura certainement l'occasion de revenir sur les Afriques dans une autre entrevue ou par écrit, mais on va finir sur un centre d'intérêt qu'on a découvert chez toi, donc une Lavalloise qui m'en a beaucoup parlé, le chant, le classique, l'opéra, le chant choral, un talent naturel. Comment tu es arrivée là-dedans? C'est une longue histoire d'amour parce que je chante pratiquement depuis l'âge du primaire. Je me rappelle, c'est ma grand-mère qui m'a mené souvent au chant grégorien, j'étais encore à l'école primaire. Et depuis là, j'ai continué dans des écoles chrétiennes. J'ai fait le petit séminaire de Mbalmayo, où j'ai été choriste. Et déjà, à cet âge-là, je m'intéressais déjà au chant choral. Et puis après, j'ai continué, j'ai dirigé le choral des jeunes quand j'étais au Cameroun. Et puis après ça, arrivé en France, j'ai chanté d'abord comme choriste pour, je pense, si je me souviens bien, un chœur dirigé par Jean Souris, qui se nomme le chœur de l'Oratorio de Paris. Donc, j'ai chanté pour ce chœur-là pendant, je pense, à peu près 2 ou 3 ans. En même temps, j'ai co-dirigé avec un autre ami que j'ai découvert dans ce chœur, un atelier pour les choralies de Vaison-la-Romaine. Et puis, arrivé au Québec, j'ai chanté pour le chœur de l'OSQ, l'Orchestre symphonique de Québec. Donc, vous voyez comment chaque fois que j'émigre ou je me déplace avec ma passion. Donc, arrivé à Laval, j'ai intégré le TAL, qui est le Théâtre d'art lyrique de Laval, où j'ai souvent interprété, soit comme soliste, soit tout simplement comme membre du chœur, certaines pièces d'opéra. Donc voilà, et puis j'arrive ici, et d'ailleurs même à Montréal, j'ai continué également avec le chœur qui de temps en temps accompagne l'Orchestre symphonique de Montréal.
Donc, j'ai continué cette passion également ici à Edmonton, où je chante avec le RES, qui est le Richard Eaton Singers. Donc, voilà à peu près. Donc, mon parcours de chant est pratiquement relié à l'histoire de ma vie, tout simplement. À tes déplacements aussi. En tout cas, merci beaucoup, Charlie. Nous allons d'ailleurs découvrir ce talent avec nos téléspectateurs, avec ton interprétation de « Je chante avec toi liberté » de Verdi, d'après l'opéra Nabucco va Pensiero. Merci beaucoup, Charlie Mbala. En effet, ça me fait plaisir. C'est tout un plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos suggestions, informations, vos critiques aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux étaient ta galère. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et quand tu es absente, j'espère